Bonjour à tous. Dans le 13h aujourd'hui, après des décennies d'immobilisme, le baccalauréat va changer de visage dans 2 ans. Il n'y aurait plus que 6 épreuves au bac. Les autres matières seraient notées en contrôle continu. Annonce faite hier soir par le ministre de l'Éducation, invité de France 2 de l'émission 100 minutes pour convaincre. Plus dangereux qu'on ne le pensait, certains traitements hormonaux de la ménopause qui entraîneraient des risques accrus de cancer du sein. Des médecins actuellement réunis en congrès à Caen tirent la sonnette d'alarme concernant le cannabis, qui serait une drogue moins douce qu'il n'y paraît et plus risquée qu'on ne le dit en général. On en parlera avec le docteur Jackie Maillard. Le face-à-face aujourd'hui portera sur l'une des mesures annoncées hier soir par le ministre de l'Éducation, le retour en force du redoublement. Les profs auront tous les pouvoirs. Face à face, Christine Bruno, qui est la présidente de l'association Femmes de Demain, et Marie Drubella, qui est sociologue à l'Institut de recherche sur l'éducation. Votre avis nous intéresse bien sûr au 5 15 15 par SMS et sur france2.fr par Internet. Ensuite, le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine. Toute cette semaine, on est dans le monde des courses de chevaux. Et aujourd'hui, notre héroïne, la jument Jaminska, court à Vincennes. 16 partants, 50 000 € pour le gagnant. L'invité des 5 dernières minutes sera Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de protection des oiseaux qui lance une grande campagne pour sauver le vautour percnopètre en voie de disparition. Le ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, a donc choisi France 2 hier soir et l'émission 100 minutes pour convaincre pour annoncer son grand plan de réforme. On fera dans un instant la liste de toutes les nouveautés, mais là, tout de suite, la grande nouveauté, le ministre annonce qu'il veut réformer le baccalauréat dont les épreuves, bon an mal an, n'ont pas bougé depuis des décennies. En 2006, il ne devrait plus y avoir que 6 épreuves au baccalauréat au lieu de 12 actuellement. Reportage Nabila Tabouri, Thomas Rambaud. Vous sortez un stylo, votre calculette. Car pour ces élèves de seconde, aujourd'hui, c'est contrôle de sciences économiques et sociales. 1 heure pour évaluer leurs connaissances. La note comptera pour leur moyenne du trimestre, pas encore pour l'obtention de leur bac. Si la proposition de François Fillon fait son chemin, ces élèves de seconde seront les principaux concernés. En 2007, ils passeront leur bac et certaines épreuves devraient être en contrôle continu. Je pense que c'est une bonne chose pour les élèves. Déjà parce que le jour de l'examen, ils stressent un petit peu pour le bac. Et là, pour le début de l'année, j'ai vraiment pas commencé à me mettre à travailler, ce qui fait que j'ai que des zéros dans quasiment toutes les matières. Et si la réforme elle passe, honnêtement, j'aurai aucun moyen d'avoir mon bac. Aujourd'hui, les candidats passent en moyenne une 12aine d'épreuves écrites. Le projet serait de les ramener à 6. Les 6 autres disciplines seraient évaluées par un contrôle continu, autrement dit les notes acquises lors de l'année de terminale. Dans la salle des professeurs de ce lycée parisien, la copie de François Fillon est loin d'obtenir les félicitations du jury. Le bac n'aura plus la même valeur à ce moment-là, suivant les établissements d'où sortent les élèves. Ça débouchera très probablement sur des concours d'entrée à l'université. Et pour les élèves, ça va être un leurre supplémentaire. Je suis très attachée au brassage justement des corrections, au brassage des épreuves, une épreuve commune également pour l'ensemble des gens, de façon à ce qu'ils soient évalués sur quelque chose de commun à tous. Cette réforme ne devrait concerner que le bac général. Certains bacs professionnels sont déjà en contrôle continu. Avantage de cette nouvelle formule, alléger l'organisation d'un examen qui mobilise plus de 4000 lycées et ampute presque de moitié le 3e trimestre. Alors ça c'était pour le baccalauréat, mais le ministre hier soir sur France 2 a annoncé d'autres réformes avec notamment un nouveau brevet en classe de 3e. Florence Griffon nous fait la liste des nouveautés. Quand ils sortiront du système scolaire, ces élèves devront tous avoir une qualification. C'est le nouvel objectif fixé par François Fillon. Pour cela, le ministre veut d'abord s'assurer que les écoliers maîtrisent un socle commun de connaissances dès le primaire. Ainsi, on vérifiera le niveau en français, maths, en sciences histoire géo, mais aussi, et c'est une nouveauté, en langue vivante. L'anglais ou une autre langue vivante sera obligatoire dès le CE1. L'apprentissage d'une seconde langue débutera en 5e et non plus en 4e. Pour éviter que 15% des élèves arrivent en 6e avec de très grosses difficultés, un contrat individuel de réussite sera signé entre l'école, l'enfant et sa famille. Les élèves pourront ainsi bénéficier de 3 heures de soutien par semaine et les profs pourront imposer un redoublement s'ils le jugent nécessaire. Des profs qui eux aussi devront faire des efforts. Quand un collègue sera absent, ils devront le remplacer à raison de 2 heures par semaine.
Une mesure qui plaît particulièrement aux parents, moins aux enseignants. Si on n'a pas la classe normalement, et on va se retrouver à faire de la garderie. Enfin, la réforme du brevet prévoit l'instauration d'un contrôle continu majoritaire, un examen final restreint et la prise en compte d'une note de vie scolaire censée valoriser les bons comportements. Les très bons élèves seront d'ailleurs récompensés par des mentions et par l'attribution de bourses au mérite de 1 000 € pour les plus défavorisés. Voilà, le face-à-face tout à l'heure portera sur l'une des mesures que vient d'évoquer Florence Griffon, le retour en force du redoublement, débat aux alentours de 13h30. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a présenté hier son plan pour lutter contre les infections nosocomiales. Vous savez que ce sont ces maladies qu'on attrape à l'hôpital qui font qu'on peut parfois sortir de l'hôpital plus gravement malade qu'on y est entré. Dès l'année prochaine, les hôpitaux devront afficher à l'entrée leur taux d'infection après opération, ce qui vous permettra au fond de choisir votre établissement en connaissance de cause. Et peut-être choisirez-vous l'hôpital de Poissy, en grande banlieue parisienne, dans les Yvelines, considéré comme l'un des hôpitaux les plus sûrs de France en la matière. Il vient de recevoir le prix national de l'hygiène. Reportage François-Julien Piednoir et Alain Locatio. Léna n'est pas très rassurée avant son opération de l'appendicite. Sa maman non plus. Elle sait qu'il existe des risques d'infection dans les hôpitaux. Quand on laisse surtout son enfant partir comme ça, on n'a pas envie qu'il revienne sans appendicite, sans appendice, avec d'autres problèmes. Direction le bloc opératoire. Mais pas de souci à se faire, l'hôpital a reçu le prix de l'hygiène pour sa façon de lutter contre les infections. Avant d'être opérée, Léna a d'abord pris 2 douches. Le patient, donc quand il est opéré tel jour, il prend une douche la veille et le lendemain, 1 heure avant l'opération. Il se lave avec des gants à usage unique, donc jetables. Et pendant que Léna entre dans la salle d'opération, le chirurgien, lui, s'attaque aux germes de ses propres mains. Un geste qui semble banal, mais le protocole d'hygiène est très strict. Étudié, répété, chronométré, le lavage des mains évite de nombreuses infections. On fait une première application, mains et avant-bras. Une espèce de badigeonnage. Il faut que ce gel recouvre complètement la peau. Ce qu'on a observé, c'est que quand on a mis en place ce protocole, c'est précisément le moment où on a observé la diminution par 8 de notre taux d'infection nosocomiale. La chaîne de l'hygiène ne s'arrête pas là. Sur la table d'opération, Léna reçoit 3 lavages successifs de la peau. La multiplication des lavages diminue le nombre de germes qu'il y a sur la peau. Et quand on sait qu'une bonne partie des infections nosocomiales viennent des propres germes du patient, en particulier des germes qu'il porte, que nous portons tous sur notre peau, c'est très important d'avoir la détertion et l'antisepsie la plus efficace possible. Léna sortira de l'hôpital sans appendice et certainement sans infection. Mais chaque année, plus de 4000 personnes meurent de maladies nosocomiales. Le sujet qui va suivre s'adresse à toutes les femmes qui, depuis des années, prennent des traitements à base d'hormones pour accompagner leur ménopause. Ces traitements ont longtemps été très à la mode et bien une étude menée sur près de 55 000 Françaises et publiée ces jours-ci démontre que certains de ces traitements entraînent des risques très importants de cancer du sein. Explication Laurent Di et Frédéric Pasquette. Un nouvel élément à charge contre les traitements hormonaux de substitution. Une étude française menée par l'INSERM montre en effet que certains de ces médicaments augmenteraient de 40% le risque de cancer du sein. Les traitements hormonaux de substitution sont pris par de nombreuses femmes pour limiter les effets indésirables de la ménopause, comme les bouffées de chaleur ou la fragilité des os. Ces effets secondaires surviennent au moment de la ménopause, au moment de la chute hormonale, du fait que l'ovaire arrête de produire les hormones. Et donc ces traitements substituent les hormones naturellement sécrétées par l'ovaire par un apport d'hormones exogènes. Mais le risque n'est pas le même pour tous les traitements de la ménopause. Il augmente en fait avec les médicaments les plus utilisés, ceux qui combinent oestrogène et progestérone de synthèse. Selon l'étude, les autres traitements dits THS seraient inoffensifs à condition qu'il dure moins de 4 ans. Ce qu'on pourrait recommander, c'est, dans la mesure du possible, éviter tout simplement de prendre un THS si on n'a pas d'effet secondaire trop invalidant. Et si on doit en prendre le moins longtemps possible. En clair, moins les utiliser, pas si facile pour certaines femmes. Dès que je l'arrête, parce que je l'arrête 5 jours par mois, les derniers jours, je suis extrêmement mal. Donc j'ai besoin, et dès que je reprends mes médicaments, enfin mon timbre, et puis les oestrogènes, eh bien tout va bien. En France, plus de 10 millions de femmes sont ménopausées. En 2002, elles étaient 2 millions à avoir recours à ces traitements hormonaux. En bref, à Val Thorens, la célèbre station de ski de Savoie, le club Méditerranée, cette nuit a été victime d'un probable incendie criminel.
Le club n'était pas encore ouvert, mais il hébergeait le personnel qui préparait l'ouverture du village. Il y a eu des salariés intoxiqués et des dégâts finalement assez peu importants. On vous l'a dit hier, le président Chirac et Madame sont à Londres jusqu'à ce soir pour célébrer l'entente cordiale. Voyage présenté comme une opportunité de réconciliation avec la Grande-Bretagne après les récents différends sur la guerre en Irak. Mais c'est pas gagné, d'autant qu'il y a eu bouderie hier soir au château de Windsor. Le couple Chirac est arrivé avec une demi-heure de retard et la reine, lassée d'attendre, s'en est allée. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Shocking. Au royaume de Sa Majesté, on n'avait jamais vu cela. Le président de la République et Bernadette Chirac sont arrivés hier soir au château de Windsor avec une demi-heure de retard. La reine qui devait les accueillir était rentrée dans ses appartements. C'est donc le duc d'Édimbourg seul qui attendait sous la pluie. So sorry. Le président de la République s'est confondu en excuses. La Cadillac était restée bloquée dans les embouteillages. Pas question pour autant de gâcher la fête. Dans le grand hall de Saint-Georges, les convives triés sur le volet ont partagé tourne d'eau, foie gras et filet de sole Grand-Duc avant d'écouter les échanges d'amabilité. Et j'ai été spécialement touchée par votre invitation ici, au château de Windsor. Vive l'entente cordiale. À l'issue du dîner, les extraits des Misérables ont retenti au château de Windsor. Et ce matin à Oxford, où Jacques Chirac devait rencontrer les étudiants, on dédramatisait l'entorse protocolaire de la veille. Le retard de M. Chirac ne remet pas en question l'amitié avec l'Angleterre? Je pense que pas, même quand les papiers disent que oui. Et les étudiants, eux, n'auront pas attendu. Jacques Chirac, ce matin, était parfaitement à l'heure. Ça fait plusieurs mois qu'on en parlait, mais la décision est prise, elle vient de tomber. Le gouvernement et la Banque de France ont décidé de vendre une partie du stock d'or de notre pays. Entre 500 et 600 tonnes d'or seront sorties des réserves de la Banque de France. Agnès Molinier. Voici les réserves d'or de la France, 3000 tonnes au total. C'est un sixième de ce stock, soit 5 à 600 tonnes, qui vont être vendues par la Banque de France dans les 5 ans qui viennent. Elle va les convertir en devises, dollars, yens ou euros. Résultat, ça devrait lui rapporter 200 millions d'euros par an. Mais cet argent va abonder les caisses de l'État dès l'an prochain. 100 millions d'euros sont déjà inscrits au budget 2005, une somme qui devrait servir en priorité à résorber les déficits publics. Il ne restait que quelques jours à Nicolas Sarkozy avant de quitter son ministère pour finaliser cette vente qui demandait l'accord de la Banque Centrale Européenne. C'était une promesse qu'il avait faite en arrivant à Bercy en avril. Notre monnaie européenne, l'euro, a battu de nouveaux records cette semaine face à son grand concurrent le dollar. L'euro a coté jusqu'à 1,30 $ hier matin avant de redescendre un tout petit peu à 1,29 $ hier soir. Ce qui est une formidable nouvelle évidemment pour tous ceux qui voyagent aux États-Unis et qui vont pouvoir se lâcher un peu sur leur carte de crédit, mais ce qui est une véritable catastrophe pour les entreprises européennes et donc françaises qui exportent en dollars et qui se retrouvent donc très handicapées, très pénalisées, comme nous le racontent tout de suite David Boiry et Nathalie Gallet. Une riche clientèle internationale présente dans toutes les grandes capitales. Ce fabricant de meubles haut de gamme réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'exportation en vendant ses produits made in France. Avec la baisse du dollar, les prix sur le marché américain auraient dû augmenter d'1 tiers. Mais ce lit, par exemple, est toujours vendu 3 000 $ à New York. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on avait 1 euro pour 1 dollar et que là, avec la chute, on est obligé d'augmenter les prix. Mais il n'y a pas de marché pour un lit Grange à 4 000 $. Donc, on a gardé les prix comme ils étaient il y a 3 ans, et ce qui fait qu'à chaque lit vendu, je perds entre 500 et 1 000 € par lit vendu au marché américain. Des bénéfices qui ont également fondu dans cette PME. Installée en région parisienne, elle fabrique des alliages de cuivre pour l'industrie électronique. Tous les prix sont en dollars et ses principaux concurrents produisent en Asie. Avec un dollar à 1,30 €, cette PME vend aujourd'hui à perte. À 1,1, 1,10, 1,15, nous arrivions, avec nos performances industrielles, à suivre l'évolution du marché. Aujourd'hui, à 1,30, nous ne suivons plus l'évolution du marché. Car depuis 2001, l'euro n'a pas cessé de grimper face à la devise américaine. 45% de hausse en 3 ans, un mouvement qui menace aujourd'hui la croissance économique en Europe. La parité nous pose 3 problèmes économiques. Le premier, c'est que nos produits sont plus chers, donc ça diminue nos exportations, on arrive moins bien à les exporter. Le deuxième problème, c'est que les produits étrangers sont moins chers à acheter en France, donc nos importations augmentent, et ça aussi, ça diminue notre croissance. Puis le troisième problème, c'est que quand il s'agit d'investir,
eh bien de plus en plus, les industriels français se disent « je préfère investir à l'étranger ». Délocaliser la production hors de la zone euro pour fabriquer et vendre en dollars et échapper aux variations de taux de change. Car du côté des marchés financiers, rien n'annonce pour l'instant un changement de tendance. Vous savez que Bouygues Télécom avait promis un petit cadeau à ses clients, un geste commercial pour s'excuser de la panne d'avant-hier. On s'attendait comme cadeau à une journée de communication gratuite. Eh ben c'est le cas, mais c'était la journée d'hier. C'est la journée d'hier dont Bouygues vous fait cadeau et non pas celle de demain, pendant laquelle vous auriez pu téléphoner à volonté. Quant aux détenteurs de cartes prépayées, ils se voient offrir un crédit de 5 €. Cette semaine est dédiée à l'emploi des handicapés, on en a parlé à plusieurs reprises ici, et voici une initiative originale que l'on doit à l'association ADAPT. Elle a organisé hier soir à Paris une soirée Speed Job Dating, appellation qui va faire bondir les défenseurs de la langue française. En gros, ça consiste à mettre dans une même pièce des handicapés qui cherchent du travail et des patrons qui en ont. Et ils ont quelques minutes pour faire affaire. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi on appelle ça Speed Job Dating, on devrait pouvoir trouver une expression française. Reportage Yann Jiquel et Emmanuel Beck. Soirée Speed Job Dating. Derrière ce terme américain se cache un rendez-vous rapide d'embauche. Toutes ces personnes sont hautement diplômées, cherchent un emploi et sont handicapées. Le principe de la soirée est simple, 30 candidats, autant d'entreprises. Cette salle-là, et tout à l'heure. Oui. D'un côté, les recruteurs qui ont sélectionné au maximum 6 CV en espérant trouver le bon profil. Il suffit juste de trouver l'adéquation entre besoin de l'entreprise et le profil de la personne. De l'autre, des candidats. Et comme tout candidat, un peu stressé. Certains même un peu complexés, ce qui est quand même incroyable. Et il faut qu'ils boivent un petit coup et qu'ils respirent et qu'ils élargissent un peu les épaules. Et tout speed dating commence par ça. 12 minutes pour convaincre et faire passer ses compétences avant son handicap. Dans la participation. D'accord. Mais c'est tout. C'est très intéressant déjà. Résultat plutôt positif, même si la méthode paraît violente. On n'est pas là ni pour juger, ni pour donner un avis ferme et définitif au bout de 10 ou 15 minutes, c'est évident. Et côté candidat? Niveau contact, je pensais pas que là, j'ai eu carrément des propositions, plus ou moins des propositions, plus ou moins, donc c'est vrai que là, je pensais pas à ça. On n'est pas que de simples handicapés, mais des gens qui ont des compétences réelles et un réel potentiel pour pouvoir travailler et intégrer une société, quoi. Mais il reste du chemin à parcourir. En France, 37% des employeurs préfèrent payer une amende plutôt que d'embaucher les handicapés. Notez des perturbations pour la 4e journée consécutive sur le réseau SNCF de la région Aquitaine et sur celui de la région Poitou-Charentes. C'est une grève des contrôleurs qui dénoncent des problèmes d'insécurité. Francis Moisoyer, Philippe Dumail, reportage. Le même cortège de perturbations depuis lundi en gare de Bordeaux. Seul un train express régional sur 4 et 2 corails sur 3 sont maintenus. Pour l'instant, aucun TGV n'est touché par ce mouvement des contrôleurs. Pour les usagers, pas toujours au courant de la grève, c'est le scénario habituel. J'arrive de Paris, je découvre que j'ai pas de correspondance que je devais avoir à 15 h normalement. C'est-à-dire que je vais perdre 3 heures de plus. C'est un handicap surtout quand on est étudiant et qu'on n'est pas de Bordeaux et qu'on travaille à Pau à côté. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Le taux de participation à notre mouvement est égal à celui d'hier, c'est-à-dire 71%. Une grève très suivie chez les 600 contrôleurs d'Aquitaine et de Poitou-Charentes. Des agents inquiets après une série d'agressions physiques et verbales depuis le début octobre et qui demandent des effectifs supplémentaires. Selon les syndicats, il est difficile de travailler sereinement à moins de 2 contrôleurs par train. Aujourd'hui, il y a toujours une appréhension parce qu'un agent de train seul ou un contrôleur seul à bord d'un train où il y a entre 500 et 800 personnes, effectivement, on ne peut pas se sentir bien à l'aise. Ils prennent leur service la peur au ventre? Pour certains, oui. Les personnels non grévistes sont affectés en priorité sur les TGV fleurons de la SNCF. Les négociations avec la direction ont été interrompues, mais elles pourraient reprendre dans l'après-midi, avec au bout des voies l'espoir d'une sortie de conflit. À Lyon, sachez que depuis le mois de septembre, une grande partie du centre-ville a vu sa vitesse de circulation limitée à 30 km/h à titre expérimental. Mais la mesure risque d'être pérennisée. La municipalité de Lyon, en effet, a décidé d'organiser un référendum pour ou contre les 30 km/h. Reportage Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Depuis le 1er septembre, la vitesse est limitée à 30 km/h dans le centre de Lyon. Cette restriction s'applique pour l'heure à titre expérimental dans la presqu'île, les quartiers des Terreaux et de la Croix-Rousse. Pour tous ceux qui travaillent, c'est un peu hard, quoi. Pourquoi?
Parce qu'il y a des fois, il faut dépasser 30 à l'heure, c'est vite fait. Hein. 30 km/h, on peut rien faire, quoi. C'est au pas, on est en embouteillage toute la journée. C'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, beaucoup d'enfants, de poussettes. 50, c'est vrai que c'est un peu trop vite pour réagir, donc 30, c'est une bonne chose. La limitation de vitesse vise entre autres à renforcer la sécurité des cyclistes et surtout celle des piétons. Les voitures vont trop vite. Avec le piéton, en fait, la ville, c'est pour se balader, c'est pour faire les magasins et il y a trop de voitures. Donc c'est bien de limiter. La mesure n'est pas toujours bien appréciée des commerçants. Ces derniers craignent qu'à force de restrictions, les automobilistes fuient le centre-ville. Déjà, ils peuvent plus se garer. Déjà, c'est mission impossible pour se garer. Et puis, les gens, ils vont plus en ville parce que regardez comme c'est là. Faut-il adopter définitivement la zone 30? Ce sont les habitants des quartiers concernés qui trancheront. 60 000 personnes seront consultées par courrier. La municipalité, elle, y est favorable. C'est le moyen d'améliorer le visage de la ville, de le rendre plus humain, plus convivial, avec une atmosphère pacifiée, moins bruyante, moins polluée, plus agréable. Avec 86 km de voirie concernée, la zone 30 de Lyon pourrait devenir la plus importante de France. On va évoquer maintenant l'initiative des médecins généralistes de Normandie qui organise un colloque pour alerter le public sur les dangers du cannabis. Un colloque pour expliquer aux jeunes et à leurs parents que le cannabis est beaucoup plus dangereux qu'on ne l'a dit jusqu'à maintenant. Quelques chiffres tout de suite. À 18 ans, un jeune sur deux a consommé au moins une fois du cannabis. La consommation régulière a triplé en 10 ans et 450 000 Français consomment du cannabis tous les jours, dont 300 000 ont entre 16 et 24 ans. Je me tourne vers l'un de ces médecins qui est donc à Caen, le docteur Jackie Maillard. Bonjour docteur. Bonjour. Alors je voudrais que vous soyez très carré. Quel est le message assez alarmiste que vous envoyez aujourd'hui à destination des jeunes et de leurs parents et des enseignants, je crois aussi? Ce n'est pas un médecin alarmiste, c'est un médecin, c'est un message qui décrit les vérités scientifiques. Nous avons des études neuroscientifiques qui sont très poussées, qui sont toutes concordantes, et nous avons voulu sortir la consommation de cannabis de sa banalisation. Nous constatons au quotidien les méfaits du cannabis dans nos cabinets. Nous observons la détresse des familles. Les enseignants sont très inquiets. Nous avons maintenant des études scientifiques qui montrent comment le cannabis fonctionne, perturbe les grandes fonctions cérébrales. Nous avons donc souhaité informer et sensibiliser le public et les professionnels. Dites-nous scientifiquement sur quoi est-ce que vous vous basez? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet de dire que c'est un produit plus dangereux qu'on ne l'a dit jusqu'à maintenant? Et en quoi est-il dangereux? Mais je vous dis, c'est ce que l'on constate depuis des années. Il se trouve que depuis 30 ans, le paysage du cannabis s'est complètement transformé. Nous utilisons maintenant, de nos jours, en 2000, des produits beaucoup plus concentrés en principe actif, le THC, qu'il y a 30 ans. Par ailleurs, l'âge de début de la consommation s'est considérablement rajeuni. L'âge moyen du début de la consommation, c'est 13, 14 ans. Maintenant, de plus en plus, 12 ans. C'est-à-dire que c'est une consommation qui intéresse un cerveau qui n'est pas mature. Le cerveau humain devient mature vers 20-25 ans. À 12 ans, tout est en place pour les apprentissages, et si le cannabis arrive là-dessus, ça perturbe gravement toutes les capacités d'apprentissage. Je vous remercie beaucoup, docteur Maillard, en direct de Caen, et merci à France 3 Caen qui vous accueillait dans ses studios. On attendait le verdict de la Cour d'assises des mineurs de Rennes concernant le jeune Julien qui, après, disait-il, avoir vu à la télévision le film Scream, avait assassiné une adolescente de 15 ans. Eh bien, la Cour d'assises des mineurs qui siégeait en appel a amplifié la peine. Il avait été condamné à 22 ans de réclusion criminelle en première instance. Il est là aujourd'hui, à l'instant, condamné à 25 ans de réclusion criminelle. On avait hier ici un débat, un face-à-face sur les vertus de la décentralisation, les élus locaux se plaignant qu'on leur transférait des pouvoirs mais pas l'argent qui allait avec.
Illustration tout de suite avec cette proposition du ministère de la Culture de faire cadeau aux collectivités locales de 178 monuments historiques, ce qui en théorie est plutôt logique, hein, que ça soit géré au niveau local, mais qui en pratique n'enthousiasme pas vraiment les élus, à quelques exceptions près. Olivier Lenuzza, Marianne Mas. Le château du Haut-Königsbourg en Alsace, l'un des fleurons du patrimoine français, l'un des seuls rentables avec 543 000 visiteurs l'an dernier. Et pourtant le propriétaire, l'État veut le céder, l'offrir aux collectivités locales, une aubaine pour certains. Il pourrait y avoir un développement de certaines activités si, par exemple, le futur propriétaire mettait davantage de crédit que le Centre des Monuments Nationaux sur certains aspects de nos activités. Optimisme de l'administrateur, inquiétude pour la trentaine de salariés. On se pose vraiment de sérieuses questions. Hein. À quelle sauce on va être mangé? Le problème est que l'État transfère dans bien des cas non des profits mais de lourdes charges. Comment assurer seul par exemple la gestion de ce site gallo-romain à Sensé dans la Vienne quand l'entretien du lieu coûte déjà 3 fois le budget annuel de la commune? S'il n'y a pas une aide de l'État qui est pérenne, nous ne pourrons jamais faire face. La villa Cavrois à Croix dans le Nord, l'abbaye de la Vaudue en Auvergne. Au total, 178 monuments et sites historiques sont proposés aux collectivités locales. Toutes les régions sont concernées. La Bretagne arrive en tête avec 25 édifices. La liste des monuments nationaux cédés par l'État doit être soumise à une série d'examens. Des négociations au cas par cas vont s'engager. Les collectivités locales ont 1 an pour accepter ou non de devenir propriétaires. On quitte nos provinces pour aller aux États-Unis. Bill Clinton a inauguré chez lui, en grande pompe hier à Little Rock dans l'Arkansas, sa bibliothèque présidentielle qui va accueillir toutes les archives de ses 2 mandats de président. Il avait organisé une grande fête à laquelle était invité George Bush, son successeur. En Israël, un grand quotidien publie ce matin des photos qui font scandale. On y voit des soldats israéliens prenant la pose devant des cadavres palestiniens. Photo souvenir du plus mauvais goût. Charles Anderlin, Mossi Harmon. Le scandale est venu par Yediot Aharonot, le plus grand quotidien d'Israël. Il publie en première page une photo d'un soldat posant devant un corps de Palestiniens tués au cours d'un accrochage. Selon le journal, dans certaines unités combattantes, les militaires s'amusent avec les cadavres de leurs ennemis. Par exemple en leur mettant une cigarette dans la bouche. La légende de cette photo prise par des soldats à Gaza, où on voit un enfant palestinien mort attaché sur le capot d'une Jeep. En riant, les soldats l'appellent l'innocent. Yediot Aharonot publie le témoignage d'un soldat racontant que la tête d'un Palestinien a été placée sur une pique pour la plus grande joie des militaires israéliens. Cette affaire scandalise la classe politique et le chef d'état-major a ordonné l'ouverture d'une enquête de la police militaire. Ce genre de profanation criminelle est contraire à l'éthique et à la morale de notre armée, a-t-il dit. Toute chose d'autant plus embarrassante qu'il y a 6 mois, les Israéliens avaient été profondément choqués par des images de militants palestiniens profanant à Gaza des restes humains appartenant à des soldats israéliens. Le Premier ministre Ariel Sharon avait même déclaré à la Knesset, je cite, « Nous ne cesserons de combattre cet ennemi cruel et inhumain partout où il se cache ». En 4 années d'affrontements sanglants, d'attentats, de représailles, des combattants dans les 2 camps ont perdu leur âme. Sachez qu'aujourd'hui, ça fait 1000 jours exactement que Ingrid Betancourt est prisonnière en Colombie, des FARC, les Forces armées révolutionnaires, avec elle d'ailleurs 3000 autres otages. Sa fille, qu'on a reçue ici la semaine dernière, dans les 5 dernières minutes, Mélanie, organise ce soir à Paris, à 19 h, à partir du Trocadéro, une marche au Lampion pour demander la libération de sa maman. Voici le face-à-face du 13 h. Face à face autour de l'un des aspects de la réforme de l'éducation nationale, telle qu'elle a été présentée hier soir par le ministre François Fillon sur France 2 dans l'émission 100 minutes pour convaincre, et qui concerne le redoublement. Le redoublement revient en force. En classe de 5e et de première, par exemple, les parents pouvaient s'opposer à un redoublement, ils ne le pourront plus. Face à face, Christine Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Femmes de Demain. Et Marie Durubella, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous travaillez notamment à l'Institut de recherche sur l'éducation aussi à l'Université de Bourgogne, je crois. Votre avis, à vous qui nous regardez, est le bienvenu. Vous l'exprimez au 5 15 15 par SMS, c'est-à-dire par mini-message depuis votre portable ou par Internet sur le site france2.fr. Et vos messages tout à l'heure viendront s'afficher en bas de l'écran pendant le face-à-face. Avant le débat, je voudrais qu'on écoute un extrait de l'interview du ministre hier soir dans 100 minutes pour convaincre. Le redoublement, c'est
un moyen parmi d'autres de permettre l'acquisition de ce socle. Tout le monde ne peut pas progresser au même rythme. Il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps pour acquérir le socle. Mais le redoublement ne doit pas, dans mon esprit, être simplement la répétition de l'année précédente. Le redoublement n'a de sens et ne peut réussir que s'il est assorti de ce contrat et de ses heures de soutien. Alors quelques chiffres avant d'ouvrir le débat concernant le redoublement. En 6e, actuellement 8,7% de redoublement, 7,8% de redoublement en 4e et 15,9% de redoublement en seconde. Il est donc réhabilité ce redoublement, mais il n'avait pas complètement été oublié non plus. Madame Bruno, vous êtes mère de famille, vous avez je crois 2 enfants, qui ont 4 enfants, mais deux ont redoublé déjà dans leur carrière de lycéen et d'écolier. Vous êtes pour ce redoublement? Vous en avez tiré une expérience favorable? Personnellement, oui, mes enfants également. Je dirais que le mot de redoublement me gêne. J'aurais souhaité que dans le contexte de cette réforme, on puisse trouver un autre mot. Redoublement, très souvent, a une connotation négative, autant pour l'enfant que pour l'enseignant, que pour les parents. Alors que, si on parle de doubler, si vous imaginez une voiture qui est en train de doubler une autre, elle double, on a un doublement, et vous avez une évolution, une perspective positive. Ça, c'est très politiquement correct ce que vous dites, parce que ça recouvre la même réalité. Oui, mais elle est perçue autrement. Et dans la perception qu'a l'enfant de ce qu'il vit, effectivement, il va, sur cette base-là, traduire des comportements que peut-être il va encore répéter d'une mauvaise manière, alors que je suis entièrement d'accord avec le ministre. Il faut absolument que l'enfant se dégage de ce qu'il a vécu, aille autrement vers son avenir, son potentiel, et redécouvre tout ce qu'il a en lui de possible. Marie Durubella, vous ne partagez pas le même enthousiasme? Non, moi j'étais assez attristée qu'on remette au goût du jour cette méthode qui, dans tous les pays voisins et même chez nous depuis 20 ans, a été critiquée avec de bonnes raisons, qui ne sont pas des raisons individuelles. Il y a des enfants qui peuvent profiter du redoublement. Mais si on regarde au niveau global, ce qui est le rôle du ministre évidemment, on sait que c'est une méthode qui ne marche pas, parce qu'elle est trop grossière justement. Il faut plutôt faire appel à d'autres méthodes qui sont évoquées par le ministre, comme le tutorat, comme le suivi individualisé, mais prendre un élève et lui faire faire tout. Et tout, ça a des conséquences psychologiques, on le sait. C'est refaire tout. Refaire tout, c'est ça, c'est trop grossier. Il faut faire du sur-mesure. C'est ça le dilemme de l'éducation nationale, c'est qu'on a plein d'élèves, il faudrait faire du sur-mesure. Et le redoublement, on le sait, ça ne marche pas. Il y a des théories contradictoires sur le sujet. Moi, je pense personnellement qu'il faut poser le problème sur 2 plans. Le premier plan est le rapport au temps. Le deuxième, le rapport à une institution et à une structure qu'est l'école. Le rapport au temps, aujourd'hui, une année dans la vie d'un être humain, qu'est-ce que c'est? Ça vaut la peine de reprendre la possibilité de recadrer, de redonner des chances à un enfant, et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en quelques heures. Ça suppose effectivement une année entière pour vraiment repositionner les compétences de l'enfant. Et par ailleurs, la structure en tant que telle qu'elle est tellement lourde, tellement complexe à gérer. Ce qu'on ne dit pas, on a parlé du secondaire, c'est qu'à l'école élémentaire et en CM2 aujourd'hui, vous avez 20% des enfants qui sont déjà en retard scolaire. Donc comment voulez-vous imaginer, sur la base d'un illettrisme que nous connaissons, l'entrée en 6e et l'évolution subséquente qu'il y a, comment imaginer qu'il n'y ait pas de vrais, réels redoublement ou doublement pour permettre aux enfants d'évoluer et d'arriver à une insertion dans la vie professionnelle plus tard? Cette idée que c'est rien une année au fond. Parce que quand on redouble, quand un enfant redouble, on dit catastrophe, il a perdu une année. Oui, quand on a 35 ou 40 ans, on s'en fiche de l'année qu'on a perdue. Qu'est-ce qu'on observe au moment de l'orientation? On observe au moment de l'orientation que si vous prenez 2 élèves qui ont le même niveau scolaire, eh bien celui qui est plus âgé, il est pénalisé. Ça, on le sait, on a des études statistiques là-dessus. Donc ça, c'est un argument. Et puis l'autre argument... Pourquoi il est pénalisé? Parce qu'il le vit mal. Pas seulement lui, mais même l'institution telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Alors on peut desserrer cette contrainte de l'âge, ce serait sûrement souhaitable à terme. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un handicap. Ça veut dire que le problème n'est pas forcément sur l'enfant qui redouble, mais sur l'institution qui l'accueille. Sur le regard qu'il porte dessus. Oui, totalement. Mais on sait aussi que ces enfants qui ont redoublé sont stigmatisés, comme on dit. Ils ont une étiquette d'élèves en difficulté. Ils ne sont pas perçus par leurs camarades de la même manière, ni par les enseignants. Ça aussi, on le sait. Ça veut bien dire que le travail existe autant sur la structure et sur les parents que sur l'enfant lui-même, et que justement 1 an pour reposer beaucoup de choses, c'est pas inutile, c'est même très positif. Par contre, que les parents accompagnent le mouvement de manière positive, que les enseignants et que la structure scolaire repositionnent la définition du redoublement, ça peut donner un impact positif et donner de réelles chances à un enfant de reprendre en main son avenir. Oui, tout ça c'est théorique comme vous dites. On a des recherches quand même. Sur l'école, on a des recherches. Et les pays voisins, notamment ceux qui font mieux que nous. Lesquels par exemple? Alors les pays du Nord, les pays anglo-saxons, ça n'existe pas. Les éternels pays du Nord qui font mieux que nous. Mais même les pays asiatiques, les pays anglo-saxons, ils ont des modes de gestion de la difficulté des élèves qui sont plus individualisés
individualisé et leurs élèves sont meilleurs, il faut quand même le savoir. Il se trouve que le système scolaire français est institué d'une manière effectivement qu'on peut critiquer, mais encore là, et sauf à le basculer, nous avons donc quelques obligations vis-à-vis des enfants. Merci pour ce face-à-face, merci à toutes les deux. Juste un message de téléspectateur pour conclure. Le redoublement doit être expliqué à l'élève, nous écrit un téléspectateur, et ne pas être vécu comme un échec, mais comme une chance. Il faut donc l'accompagner de messages. Voilà, merci beaucoup. Je vous emmène en Chine pour une drôle de visite. Ça vous dit? Mais vous allez être surpris par la visite. Nous nous rendons à Pékin, où se déroule en ce moment le congrès mondial des toilettes. On présente 400 délégués venus du monde entier. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'équiper de WC les 2 milliards de terriens qui n'ont pas de toilettes chez eux. Alors, il s'agit soit de WC privés, soit de WC publics. Reportage Philippe Rochaud et Sylvain Guillaume. Pékin, à l'heure du sommet mondial des toilettes. Un grand espoir pour des millions de Chinois qui, pour la plupart, n'ont pas de toilettes à la maison. Les délégués visitaient aujourd'hui ce modèle de WC dit olympique. Urinoir, porte de séparation pour les patients, les Chinois ne sont guère habitués à ça. Ils ont oublié que c'est Mao Tse-tung, dans son élan sincère de collectivisation, qui a imposé les toilettes publiques. Dans l'ancienne ville de Pékin, il y avait des toilettes dans les cours des maisons. Et on enlevait les excréments sans utiliser d'eau. Mais dans les années 60, on a construit des toilettes publiques qu'on lavait à l'eau. Laver est un grand mot car dans les vieux quartiers de Pékin, une odeur nauséabonde se dégage des toilettes publiques. Des toilettes qui sont de simples tranchées, donnant dans une rigole, nettoyées très rarement. Par les grands froids ou par les grandes chaleurs, de jour comme de nuit, les habitants doivent sortir dehors pour leurs besoins. Mais les Chinois en ont vu d'autres et ne s'offusquent guère. Il n'y a pas de solution. On n'est que des petites gens. Mais c'est vrai que l'été, ça sent très mauvais. Mais il ne faut pas que l'odeur fasse fuir les touristes. Pour les Jeux Olympiques de 2008, le gouvernement vient d'investir 100 millions d'euros dans la rénovation de 3000 WC publics à Pékin. Non, on ne va pas dans les toilettes publiques. Juste celles que nous conseille notre guide. Les 400 délégués du Congrès des toilettes ont évoqué des questions capitales. Par exemple, le rôle des toilettes dans l'épidémie de pneumopathie à Hong Kong il y a 2 ans. Mais aussi la simple gratuité des WC publics et la création d'une carte de crédit internationale pour y pénétrer. C'est bien que les Chinois investissent de l'argent dans les toilettes publiques. Dans la plupart des pays, elles ferment, comme en Angleterre, pour faire des économies et à cause du vandalisme, du crime ou du sexe. Le Temple du Ciel inaugure ainsi avec ce congrès les premières toilettes 4 étoiles. Alors que 2 milliards d'hommes au monde sont privés de toilettes, les Chinois commencent une nouvelle révolution en passant de la position accroupie à la position assise. On apprend des tas de trucs dans les reportages sur France 2, notamment qu'il existe une association britannique des toilettes. Voici votre feuilleton, c'est le dernier épisode. Toute cette semaine, on a suivi les préparatifs d'une course de chevaux en misant sur une jument, une star, un crack, Jaminska, qui est la propriété de Michel Gozlan. Alors hier, vous avez vécu les derniers préparatifs de la course. Aujourd'hui, ça y est, la course est sur le point d'être lancée. Jaminska va-t-elle gagner? 5e épisode. La course est partie et tout le monde est à sa place. Pierre Lévesque avec Jaminska. Michel et Albert Gozlan dans la loge des propriétaires. Les parieurs au bord de la piste. Elle va avoir une grosse dure là. Elle est obligée d'être restée en 3 là. Elle est en 3 là. Pour l'instant, Pierre Lévesque contrôle la course. C'est terrible ça. C'est terrible ce qu'il vient de voir. C'est terrible. Jaminska doit forcer l'allure pour rester en tête et l'arrivée est encore loin. Alors Pierre Lévesque est aux aguets. Sprint final. Jaminska est encore première. Là où ses adversaires utilisent leur cravache, Pierre Lévesque donne de la voix.
encore un petit peu. Allez Pierre, un petit peu, va. Allez à la maison, va. Super la vieille, super. Ah, ça c'est une brave jument. Elle s'est promenée aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et elle a été en tête alors qu'elle n'a pas été avantagée par le déroulement du parcours. Bon, bah c'est de bonne augure. Hein. Très bien. Oh, la bibiche. Oh, oh. On va derrière. Oh, 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 oh. Ah, elle a toujours du gaz après la course. Elle est prête à recommencer, la mémère. Bon, ben, ça pourrait être compliqué, hein. Bravo Pierre. Bien, bien. Bravo Pierre. Super. Petite promenade de santé. Milan, 40 000 € pour Michel Gozlan, 10 000 pour Pierre Lévesque et des parieurs heureux. Regardez. Il vous fait gagner combien alors, monsieur Pierre Lévesque, aujourd'hui? Il doit être à... Oh, il est favori, hein, 3,40. Autrement dit, pour 10 €, on en touche 34. Allô? Elle a fait un truc là, hein? Allô? Bon, bah je te laisse ma poupée parce que ça sonne. Hein. Oui, merci, merci. Eh bien, hein, c'est bien. Hein. Merci d'avoir appelé en tout cas, René. Merci beaucoup. Oh putain, c'est allô? Bon, maintenant, bah, écoute, on croise les doigts. Hein, si elle reste comme ça cet hiver, on aura peut-être une participation dans une superbe course. Ouais. Bon, normalement, sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle a le droit d'être dans les 4-5 premiers du Premier d'Amérique. Hein. Voilà. Ouais. Et ben, on croise les doigts. Le Prix d'Amérique, la plus grande course de trot attelé. Rendez-vous en janvier, Jaminska. Voilà, ce feuilleton, nous l'avions baptisé à juste titre une jument en or. Feuilleton signé Julien Beaumont, Nathalie Gallet, Olivier Lecointe et Christophe Dechassé. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez, Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour Alain. Le président de la Ligue de protection des oiseaux, qui est très en colère contre nous parce qu'on a diffusé un feuilleton sur les palombes. Oui, vous nous en voulez un peu. Oui, je pense qu'il faut parler aussi de ceux qui se battent pour la vie. Ouais. Voilà. Alors justement, vous êtes là parce que vous lancez une grande campagne pour sauver un oiseau en voie de disparition. Ouais. Je vous laisse prononcer son nom parce que je me suis planté tout. Alors il s'agit le vautour percnoptère. C'est un oiseau qu'on retrouve dans les hiéroglyphes égyptiens. J'étais en Égypte du reste et c'est très frappant de voir comment les Égyptiens étaient capables de retracer avec un sens naturaliste exceptionnel ce petit oiseau ce petit vautour, il pèse 2 kilos, qui fréquentait, j'ai envie de dire, également la France au début du siècle dernier. Dans les belles années, on le retrouvait sur toute la chaîne pyrénéenne, on le retrouvait également de Menton à Perpignan, en Rhône-Alpes. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à ce vautour percnoptère? Il a subi finalement la pression contre ce qu'on appelait à l'époque les becs crochus, c'est-à-dire c'est les coups de fusil, c'est l'empoisonnement, et puis peu à peu les lignes à haute tension, et peut-être plus grave, ça a été la modification des méthodes d'élevage dans les Pyrénées, notamment où l'extensif s'est réduit, et on ne laissait plus les carcasses en l'état. Oui, parce que ce vautour percnoptère, bien sûr, se nourrit de charogne. Il est nécrophage, il se nourrit uniquement de charogne, et n'ayant plus de carcasse, il a fini par disparaître. Pourquoi? Parce que les gens enlèvent les carcasses maintenant? Ah oui, oui, c'est obligé. Maintenant, les DSV, voilà. Et puis, il y a beaucoup moins de transhumance, ou plus exactement, elles se font souvent en camion, donc il n'y a plus ces cadavres qu'on retrouvait autrefois, et les vautours servaient à nettoyer la nature. Alors, pour vous donner une indication, quand même, en 1980, il y avait à peu près 2500 couples de vautours en Europe. 20 ans plus tard, il en restait 1600, dont 1500 en Espagne, c'est-à-dire quasiment plus aujourd'hui. En France, on en a 58 couples dans les Pyrénées et 15 du côté du sud-est. Enfin, il ne passe pas toute l'année chez nous. Hein. Non. Donc on n'est pas totalement responsable de ce qui arrive. On lui prépare un beau retour. Il est en Afrique, il est descendu dans la zone subsaharienne. Et si, parce qu'on sait que c'est au moment de la reproduction chez nous que la disparition s'effectue. Alors on a lancé une grande campagne, on a été soutenu par la Commission européenne. On a un programme LIFE vautour percnoptère. Et puis vous dites life, vous aussi. Je suis navré, c'est comme ça que ça s'appelle. La vie, ça s'appelle. Voilà, vous défendez la vie, vous voyez, un petit truc français. La vie, pas life. Écoutez, je suis le premier. En quoi consiste cette campagne? Vous faites des collectes d'argent, ce qui est assez rare dans on votre organisation. Un appel pour sauver un oiseau qui n'est pas apparemment très sympathique, mais indispensable. On veut renaturer la France.
On veut donner une nouvelle chance à la biodiversité. Alors comment vous allez faire? Vous allez faire éclore des œufs et puis les faire naître, non? D'abord, on a des centaines de bénévoles qui vont suivre les aires de reproduction où il y a les oiseaux afin qu'ils ne soient pas dérangés pendant leur période de reproduction. On va se battre contre certains projets d'implantation de lignes. On va mettre des petites placettes pour nourrir les vautours parce que comme il n'y a plus de cadavres, il faut bien leur donner à manger. Et je vais vous dire, ça va marcher. C'est ça qui est formidable parce que quand l'homme a fait des erreurs et qu'il peut les réparer, alors là, on est dans le positif. Et un seul exemple, dans les Causses, le vautour fauve avait totalement disparu dans les années 60. Aujourd'hui, il y a 200 couples de vautours fauves qui planent dans le ciel cévenol et qui génèrent une économie locale formidable. On ne peut pas admettre quand même, Alain Bougrain-Dubourg, qu'une race disparaisse. Au fond, l'histoire de la planète Terre, ce n'est que succession de disparitions, d'apparitions, de croisements. Vous avez des raisons naturelles qui justifient l'extinction d'une espèce. Mais là, il y a une accélération surréaliste. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et puis, vous savez, si la France est aimée, c'est aussi par sa diversité des milieux, des sites et de sa faune. Vous avez un tourisme qui n'existe que parce qu'on a une très belle nature. Alors on a la chance de pouvoir lui donner une nouvelle fois une chance de vie, faisons-le. Voilà, si vous vous sentez concerné, vous pouvez toujours envoyer des chèques à la Ligue de protection des oiseaux. Merci Alain Bougrain-Dubourg. C'est fini pour aujourd'hui. On va retrouver toute une nichée de drôles d'oiseaux maintenant. Valérie Maurice pour le point route, ensuite Nathalie Rouet pour la météo, et puis un aigle ensuite, d'Éric. Passez un très bon week-end, à lundi, et d'ici là, gardez la pêche. Au revoir.